Bienvenue à tous dans ce webinaire. Donc, je répète, Bachelor Visé. Pourquoi est-ce un choix gagnant pour vos études en hôtellerie, gastronomie et tourisme ? Alors, évidemment, si vous êtes là et si vous êtes connecté, c'est que vous êtes en pleine recherche ou en pleine phase de décision finale pour vos études. Et il y a certainement plein de questions qui se posent dans vos têtes, qui peuvent être le secteur, est-ce le bon choix, mais aussi l'école, quelle est la bonne école, et puis le diplôme, quel est le bon diplôme. Donc, on ne va pas forcément pouvoir répondre à tous les sujets, mais on va quand même essayer de répondre de façon le plus exhaustive possible, en tout cas en se concentrant sur la spécificité du bachelor visé. Alors pourquoi on a choisi cette thématique pour ce webinaire? C'est parce qu'on est aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de 4 directeurs et directrices d'écoles qui tous les 4 proposent donc des formations avec des diplômes qui sont visés, donc 4 bachelors visés, et c'est ça qu'on va essayer de voir et de décortiquer, parce que c'est pas forcément toujours simple, ni pour un étudiant, ni pour ses parents. Et donc, vous êtes tous les 4 directeurs et directrices, j'ai dit, de vos écoles. Et vous avez aussi un point commun, c'est d'être tous membres d'une association qui est l'association Top Hospitality and Tourism Schools. Vous avez décidé de vous rassembler justement autour de cette importance du diplôme visé. Donc, j'ai avec moi Richard Gignoux, qui est le président de l'association et qui est aussi le directeur d'Excelia Hospitality and Tourism Schools. Merci Richard d'être avec nous. J'ai Séverine aussi qui est avec nous, Séverine Nondedeux, qui est directrice de la formation initiale pour le groupe Y School et donc directrice de l'école supérieure de tourisme de Troyes et Metz. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai François-Marie aussi qui est avec nous, qui est le directeur de l'Institut Life. Merci d'être avec nous. Et enfin, Thomas Alani, qui nous reçoit d'ailleurs aujourd'hui pour enregistrer ce webinaire, qui est le directeur de Ferrandi. Bienvenue. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Alors peut-être, Richard, je vais te donner le micro d'abord. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de l'association et nous expliquer, parce que cette association, elle a quand même quelques années, mais tout le monde ne la connaît pas encore forcément toujours très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces 4 écoles se sont réunies et quel est l'objectif de l'association Top Hospitality and Tourism Schools? Merci Barry. Alors, en effet, nous avons créé cette association parce qu'il y avait une nécessité de clarifier le marché qui est fait d'une offre importante d'écoles, d'universités. Et notamment, sur le marché français, nous avons voulu faire comprendre aux parents, aux étudiants, que certaines écoles étaient dans une démarche d'excellence. Et on verra, cette excellence, elle se traduit au niveau académique, au niveau international, au niveau de l'employabilité, au niveau de l'expérience étudiante. Mais il y a aussi une volonté de répondre à, finalement, des institutions internationales, parfois plus anciennes, aux États-Unis, en Suisse ou en Asie, qui ont établi des standards de qualité ou d'excellence différents. Et l'idée, c'est de montrer qu'en France également, il y a des écoles qui ont atteint ce niveau et qui veulent amener l'ensemble, ou en tout cas les meilleures écoles françaises, vers ce niveau international pour affirmer l'excellence française. Vous l'avez vu, notre logo, notre badge reprend les belles couleurs de la France. Et donc, c'est cette différence française dans des standards internationaux. Merci Richard. Alors, on va parler de diplôme et de bachelor visé aujourd'hui. Séverine, est-ce que tu peux peut-être nous donner un premier... Alors évidemment, on va décortiquer ça pendant 1 heure, donc on va rentrer dans le détail, mais déjà, comme ça, quand on est un étudiant ou un parent qui se pose des questions pour son étudiant, en quoi le diplôme visé est un vrai atout, un choix? Alors, oui, effectivement, donc on est réunis aussi tous les 4 parce qu'on a la particularité d'avoir chacun un diplôme visé dans le domaine du tourisme. Et ce qui est important, en tout cas, dans le choix d'un programme visé, c'est qu'on a, en tout cas, l'assurance que ce diplôme a été reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ça, c'est quand même une étape importante. C'est une école qui a créé son propre diplôme et qui a décidé de le faire reconnaître académiquement. Et pour ça, effectivement, elle se met en situation de le faire reconnaître par le ministère et donc
donc on fait reconnaître la partie académique, bien sûr, mais c'est aussi tout un ensemble que le ministère va s'attacher à vérifier. C'est-à-dire que c'est à la fois la vie étudiante, ce sont les installations, ce sont tout ce qui est mis à disposition en termes de services pour les étudiants, c'est toute la dimension recherche aussi qui est importante dans un diplôme visé, même si ça l'est moins que sur un niveau master. Et ce qui est important, effectivement, c'est toute cette exigence académique qui va être regardée de près, qui va être analysée par le ministère et qui va être suivie, parce que finalement, ce visa, on l'obtient pour un nombre d'années limité et on est en l'obligation régulièrement de reconsidérer notre formation et de la représenter vis-à-vis d'une audition du ministère. Donc il y a un suivi qualité qui accompagne ce diplôme tout au long de son existence, en fait. Ouais. Merci Séverine. François, pour compléter peut-être ce que Séverine vient de dire, alors toi tu es à la tête de l'Institut Life depuis 1 an et avant ancien professionnel du secteur de l'hôtellerie. Donc pour l'ancien professionnel du secteur de l'hôtellerie et maintenant directeur d'école, en quoi c'est important d'avoir des profils, de recruter des profils qui ont des diplômes visés? J'aimerais répondre à ta question et aussi compléter les propos de Séverine, puisque je suis nouvellement à bord du monde de l'enseignement supérieur. Et je crois que nos auditeurs, les parents, les familles et les bacheliers actuels qui se posent des vraies questions de rentrer dans le monde de l'enseignement supérieur doivent avoir des réponses avec les mots les plus simples possibles, parce que notre monde de l'enseignement supérieur n'est pas forcément accessible à tous. Il se dit beaucoup de choses et c'est difficile de se faire une idée. Pour compléter tes propos aussi, Séverine, moi je mets plutôt des images d'étoiles. Et quand on parle d'un diplôme visé, c'est un petit peu comme avoir une étoile Michelin dans un restaurant ou une étoile ou 5 étoiles dans un hôtel. Chaque jour, on se remet en piste pour garder cette exigence, cette excellence et cette qualité. Et c'est ce que nous impose, dans le bon sens du terme, la conférence des grandes écoles, le monde de l'enseignement supérieur, pour garder nos diplômes visés. Ça, c'est très important, que cette qualité n'est jamais acquise et qu'il faut sans cesse pouvoir la remettre en question. Thomas, on a une question d'un participant qui nous demande justement quels sont les avantages concrets d'une formation visée par rapport à une formation qui aurait un diplôme RNCP. Alors, c'est pas, on avait dit pas d'acronyme, mais en tout cas, on a dans le monde de la formation supérieure, quand on décide de poursuivre ses études post-bac, souvent un choix qui est de choisir un diplôme visé ou un diplôme qui a une certification professionnelle RNCP. Tu voudras peut-être compléter juste après. On laisse Thomas et puis après, c'est pas un diplôme quand c'est RNCP, c'est une certification, effectivement. Oui. Et donc, du coup, en tout cas, si on se met côté étudiant ou côté parent, on n'est pas toujours, on se lève pas tous les matins en disant viser RNCP, on n'y voit pas très clair. Donc, du coup, quelle est la différence et en quoi le visa est vraiment une garantie ? Alors effectivement, c'est pas clair. Et même pour les professionnels de l'enseignement supérieur, parfois c'est difficile de s'y retrouver. Et donc moi j'ai toujours travaillé dans l'enseignement supérieur et avant j'étais dans les écoles de commerce comme SCP, etc. Donc c'est des choses qui me parlent. En étant un peu caricatural, mais pas tellement. Déjà, une formation RNCP, c'est bien. Puisque c'est un registre national des certifications professionnelles, donc il y a une reconnaissance, mais c'est une reconnaissance par le ministère du Travail. Et encore une fois, c'est des certifications professionnelles, c'est très très bien. Quand on a un diplôme visé, comme tu l'as dit, c'est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça veut dire qu'il y a toute cette dimension professionnelle, c'est pas quelque chose hors sol, qui est académique et qui est déconnecté de la réalité. Il y a du contrôle sur l'insertion professionnelle, etc. Mais en plus, comme tu le disais, c'est un peu le niveau des étoiles. En plus, il y a une dimension académique et, pour que ça parle aux jeunes et aux familles, ça veut dire que c'est un diplôme. Et l'avantage d'avoir un diplôme et pas uniquement une certification professionnelle, c'est que c'est une reconnaissance à plein de niveaux. Parce que nous avons des diplômes visés, nous avons par exemple des mobilités internationales pour nos élèves. Voilà un exemple très concret d'un diplôme visé pour un élève. Par exemple, Erasmus, on est charté Erasmus, ça permet d'avoir de mobilité. Il faut que les jeunes Français qui sont là connectés se posent la question. Pourquoi des étudiants internationaux viennent chez nous ? C'est parce que ce sont des diplômes visés. Et pour eux, c'est extrêmement important. C'est la preuve que leur diplôme sera reconnu dans leur pays d'origine.
Donc c'est ça l'intérêt, c'est la reconnaissance non seulement professionnelle, mais aussi académique. Et l'académique, c'est l'avantage, par exemple, c'est d'avoir des chercheurs dans nos domaines, en finance, en marketing, mais de notre domaine, qui vont enrichir l'expérience de l'élève avec des cours qui parlent du quotidien, mais aussi des dernières recherches dans le domaine. Donc on a l'obligation, quand on a un diplôme visé, d'être toujours à jour. Et nos écoles ont des diplômes qui ont été visés, renouvelés pour des durées maximales. C'est pas le hasard. C'est qu'il y a une qualité et qui est au service des entreprises, des élèves. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, pour un jeune, les RNCP, c'est très très bien. Ouais. Mais si on n'est pas très sûr de ce qu'on va faire dans la vie, ma recommandation en tant que professionnel dans l'enseignement supérieur, il vaut mieux avoir un diplôme visé et après, en master, on peut faire autre chose si on veut. Mais commençons par un diplôme visé. Séverine, tu voulais compléter ou tu confirmes ça ou tu voulais préciser que... Oui, non, je voulais juste préciser, mais on l'a fait juste avant, qu'effectivement, RNCP, c'est pas un diplôme, c'est une certification, mais ça n'empêche pas que c'est de très bonne qualité, effectivement. Ce qui est important aussi, c'est la dimension sociale. Je pense que c'est aussi, parce qu'on est tous des écoles privées. Et donc, ce visa permet aussi, par sa reconnaissance du ministère, de pouvoir demander des habilitations à recevoir des boursiers. Donc, on a des étudiants qui n'ont pas toujours les moyens, mais qui peuvent se permettre aussi de suivre ce type de formation. Et le visa permet effectivement cette reconnaissance au niveau de l'obtention des bourses. Donc, ça, c'est important aussi. C'est important aussi. Richard, tu voulais compléter ? Oui, je voudrais rajouter 2 points et rebondir aussi sur ce qu'avait dit Thomas. Il faut bien comprendre cette logique d'exportation des étudiants qui sont diplômés d'un bachelor peuvent vouloir continuer vers un master international. Et le visa permet une reconnaissance aussi bien aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Europe. Sur les meilleures universités et écoles, on va être admis. On n'aura pas à recommencer un B1, un B2 et un B3 avant de rentrer dans un master. C'est ça la grande différence. Et la seconde, comme le disaient Séverine et Thomas, sur la partie académique, il y a une différence, à mon avis, entre une école qui utilise un matériau académique, un savoir, et qui le diffuse, qui le transmet, et celle qui participe à le constituer. Et notamment, il y a une dimension de prospection, Thomas, tu as tout à fait raison, qui fait que ces chercheurs-là, ils travaillent avec l'actuel, le matériau existant, mais grâce à leur partenariat, notamment à travers des chaires ou des études pour des entreprises, ils vont aussi façonner l'avenir, aussi bien par rapport à nos métiers, l'enseignement, mais aussi par rapport aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Et ça, c'est extrêmement important. François, peut-être sur ce qu'impose, enfin en tout cas, ce que vous dites tous, c'est que c'est une certaine garantie parce que c'est un cadre en fait que vous devez tous suivre, et notamment sur la partie académique, pédagogique, il y a, je crois, vous devez suivre un certain nombre de recommandations, ou en tout cas même d'obligations sur le nombre d'enseignants-chercheurs. Vous parliez tout à l'heure des enseignants-chercheurs qui vous aident à construire justement les programmes, et puis d'enseignants permanents. Donc c'est aussi une garantie de qualité d'enseignement. C'est grâce à ça ? Ce sont des preuves que nous devons tenir. Nous sommes très regardés, audités. Séverine, Richard en ont parlé. Chaque année, on a des audits et on doit fournir des ratios majoritaires d'enseignants permanents, d'enseignants-chercheurs permanents, qui sont des gens de haut niveau et qui vont venir compléter nos hommes et nos femmes de métier avec ce qu'on appelle des sciences de gestion de haut niveau, avec du prospectif, avec de la recherche, et donc un niveau d'éducation, on va dire, scolaire, qui vient compléter la partie métier. Et j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu disais, Richard, sur la partie employabilité, parce qu'on se pose la question de faire des études. Derrière, c'est pour avoir les meilleurs emplois du monde. Et je dirais, pour aussi reprendre un peu Thomas, RNCP, c'est bien, un diplôme visé, c'est mieux. Je pense que c'est là qu'il faut regarder. On est très ouvert au monde professionnel. Chaque jour, on reçoit les plus grands profils, les plus grands groupes hôteliers de restauration, de chefs, de pâtisserie. Et il faut savoir que sur l'international, et encore plus dans le luxe, un diplôme visé aura plus de répercussions pour un étudiant qu'un titre RNCP qui sera confusant et peut-être mal apprécié à l'international. Donc je pense que, tu le disais aussi, le titre RNCP pour un niveau master, c'est bien, mais si vous en avez la possibilité, faites un diplôme visé qui vous ouvrira en grand les portes nationales, internationales, et ensuite vous pourrez faire des poursuites d'études n'importe où dans le monde, comme tu le rappelais, ça c'est également clé.
Finalement, vas-y, oui, Séverine. Je voulais juste ajouter, ce qui est important aussi, c'est que chaque diplôme visé est différent en fait. Oui. Ça, c'est qui est important parce qu'on parlait effectivement de critères imposés par le ministère, donc on doit effectivement suivre, on va dire, des obligations de la part du ministère, mais en même temps, on a une grande liberté aussi pour développer nos programmes. Ce qui fait que finalement, tous les quatre, on a des programmes très très différents, qui ont la même reconnaissance de l'État, mais qui nous permettent quand même, en restant dans ces cadres et en suivant les intentions du ministère, de pouvoir être très libre dans ce qu'on propose à nos étudiants et dans l'expérience étudiante. Oui, d'ailleurs, vous êtes très complémentaires tous les quatre, avec deux écoles qui sont avec une plus grosse, enfin un point d'entrée, on va dire, tourisme, et puis avec quand même des ouvertures sur l'hôtellerie aussi. Et puis vous deux qui êtes plutôt à la tête de deux écoles qui forment sur les métiers de la restauration, de la gastronomie et de l'hôtellerie. Et c'est l'avantage, on a des points communs, mais on est tous complémentaires. Ouais. Et je pense que c'est dans l'intérêt des jeunes. C'est pour ça que je les invite à bien regarder les sites internet, les brochures, etc. Parce que ce ne sont pas des clones. Et ce qui est valable pour un ne sera pas valable pour l'autre. Il y a des gens qui seront pas bien à Ferrandi, qui seront bien ailleurs, ou inversement. Et il faut qu'ils fassent l'effort de se renseigner. Mais en tous les cas, quelle que soit l'école qu'ils choisiront, si c'était HTS, c'est bien. D'ailleurs, peut-être juste, Richard, pour compléter ce que vient de dire Thomas, et puis ce que disait Séverine sur la liberté, effectivement, que vous avez, il y a des choses qui sont imposées, en tout cas qui cadrent, mais il y a des choses sur lesquelles vous avez une liberté. Il y a quelque chose, une nouvelle liberté, en tout cas, que vous vous êtes octroyée cette année, c'est de créer aussi une certification maison pour l'association THTS, avec des cycles de webinaires auxquels participent l'ensemble des étudiants des 4 écoles pour obtenir après une certification de la part de l'association THTS. Je vais en parler, mais j'aimerais juste préciser quelque chose qui va forcément intéresser les étudiants parce que c'est très concret. Nous avons des contraintes, comme tu l'expliquais, notamment celle d'avoir des profs permanents. On parle d'enseignants-chercheurs, ce sont des enseignants-chercheurs, mais nous devons avoir 30% de profs permanents. Et les autres, 70%, sont des intervenants qui viennent du milieu professionnel, de l'industrie, et qui amènent toute cette actualité, ce réseau, cette connaissance opérationnelle, etc., etc. Les permanents, ils ont un rôle qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'ils vont assurer une progression académique et pédagogique de qualité. L'étudiant, ce qu'il aime surtout pas, c'est d'avoir des redondances, de revoir les mêmes compétences au même niveau, des cours qui reprennent ce qu'ils ont déjà vu. Et vous comprenez bien que pour avoir une progression académique constante, régulière, qui transfère les compétences jusqu'au diplôme, il faut qu'il y ait des permanents qui analysent et qui dessinent un cursus qui permette cette progressivité et cette montée en compétences. C'est extrêmement important. Et ça vaut sur les compétences, mais il peut y avoir aussi des réflexions. Nous avons des réflexions en faisant des mappings, par exemple, sur quels sont finalement les dispositifs pédagogiques qui permettent de mieux transmettre ces compétences. Et vous comprenez bien que s'il n'y a pas des gens qui sont en permanence dans une institution et qui sont missionnés pour faire ce travail, on n'a pas cette spirale qualitative. Et finalement, le visa, c'est quoi ? C'est un process, comme on l'a dit, comme mes homologues l'ont dit à l'instant, c'est un process continuel de qualité. C'est la qualité permanente. Et donc le certificat, donc j'ai fait un petit détour. Non, mais très bien. Le certificat, ça a été une très belle idée commune. Nous avons donc tous un bachelor visé, reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ça vous l'avez compris. Et on s'est dit comment rapprocher nos étudiants et comment valoriser finalement cette association à travers un certificat. Et donc nos étudiants ont adoré l'idée. L'idée, c'est que à la fin de l'année 3 du bachelor, les étudiants qui, bien sûr, ont suivi un ensemble de webinaires, donc il y a eu 4 webinaires, un par école, on expliquera un peu les thématiques si vous voulez après. Donc ceux qui ont suivi et qui ont répondu avec succès à un QCM, donc à la suite de ces différents webinaires, se voient remettre le fameux certificat avec le logo, bien sûr, de notre association, mais aussi la signature de chacun des directeurs. Et ça, évidemment, ça a une valeur pour les étudiants, pour les employeurs, et c'est une façon de valoriser finalement ce parcours reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ouais, c'est une belle illustration de ce qu'on disait tout à l'heure sur à la fois ce cadre et en même temps cette liberté que vous avez à la fois chacun, et en même temps la possibilité
possibilité de monter des choses ensemble tous les 4. J'ai une question d'une étudiante qui est en seconde générale et qui demande j'ai plusieurs questions sur quelles sont les meilleures études pour atteindre vos écoles. Est-ce que ce sont justement des études généralistes avec, là, par exemple, on me parle d'une option, d'une spécialité maths, physique, SVT, par exemple, ou est-ce que c'est au contraire des filières pro, bac pro, qui permettent de mieux rentrer dans vos écoles? C'est vrai que quand on veut toucher des métiers du tourisme, enfin, en tout cas, qu'on veut aller vers des formations du tourisme, de la gastronomie et de l'hôtellerie, parfois, on se pose la question de savoir si la filière généraliste en amont, c'est la meilleure. Alors moi, je vais répondre essentiellement pour 3, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de spécialité prédestinée, en tout cas, pour intégrer notre école. Je pense que déjà, moi, en tout cas, c'est le conseil que je donne toujours aux lycéens, c'est qu'on réussit bien dans ce qu'on aime. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que les lycéens choisissent en priorité les spécialités dans lesquelles ils se sentent bien. Alors, effectivement, si elles s'orientent plutôt vers les langues, surtout plutôt, je sais pas, vers la géopolitique, vers des choses qui peuvent sembler peut-être plus en adéquation avec le tourisme, mais quoique, finalement, on peut aussi avoir un parcours scientifique et décider ensuite de s'orienter vers une école de tourisme. Donc, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de prérequis et je pense surtout qu'il faut se donner les moyens de réussir et on réussit dans ce qu'on aime. Donc c'est le conseil que je veux donner aux lycéens en tout cas. François ? Tout à fait. Et je réponds à cette étudiante en seconde. Je la félicite déjà parce qu'elle se projette sur les trois années à venir. C'est parfait. Et il faut regarder un petit peu ce qui se passe, se sentir à l'aise. Tu as raison. Assumer ses choix et n'ayez pas d'a priori. Il n'y a pas de filière particulière pour réussir dans nos métiers. 90% de nos étudiants arrivent avec un bac général. Donc quand vous arrivez dans nos bachelors, on ne vous demande pas à savoir cuisiner, on ne vous demande pas à savoir pâtisser, on ne vous demande pas de connaître l'hospitality puisque c'est ce que vous allez venir apprendre. Et puis aussi, dans notre groupement, on se complaît et on se complète également dans le sens où vous n'avez pas un avenir quand vous faites un bachelor visé. Ça vous ouvre les portes en grand du national, de l'international, de nombreux métiers, y compris aujourd'hui, je constate à travers nos étudiants qui sortent dans le monde du travail que le monde du retail, le monde du luxe vient chercher des gens de l'hospitality parce qu'on parle plusieurs langues. Le retail, pour ceux qui ne maîtriseraient pas le sujet, le monde du commerce. Le monde du commerce, du luxe, ça veut dire les grandes boutiques, les grands couturiers. Ils se développent énormément. Ils ont besoin de ressources et de talents de qualité, de gens qui sont capables de recevoir du public, des gens qui ont le sens du service. Qui ont le sens, voilà, l'attitude. Qui ont été formés et donc, quand on est en seconde, on ne peut pas penser à tout ça. Et c'est au fur et à mesure, avec un diplôme de qualité et quelques expériences qui le complètent, que ça permet de commencer une carrière. Thomas ? Oui, je suis en total accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et je voudrais mettre l'emphase sur un sujet important. C'est qu'effectivement, c'est pas la spécialité de terminale qui va faire la différence. Il faut bien comprendre que ce sont des métiers de passionnés. Donc c'est ça la première qualité, il faut être sûr, il faut être passionné. Quand on dit passionné, on dit un jeune qui est passionné, on va plutôt le mettre peut-être parfois un peu vite dans une filière pro pour qu'il se spécialise très vite. Et on pourrait faire un raccourci en se disant, du coup, pour rentrer dans une école comme la vôtre, il faut faire une filière pro et pas une filière généraliste. Oui, c'est une réflexion typiquement française qui reste encore, mais heureusement les choses ont vraiment bien changé, bien changé, et on a de plus en plus dans nos écoles de gens qui arrivent, qui ont fait de la physique, du droit, enfin des choses très très différentes qui nous rejoignent. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que en France, on a souvent des filières qui sont bien cadrées dès le départ. Là, on a l'avantage d'être dans un secteur où justement, on peut faire plein de choses avant et quand même arriver à ça. C'est quand même génial. Deuxièmement, on est dans des secteurs où le fait d'être français est presque un atout à l'international. Enfin, donc il faut le dire. Et troisième chose, on a bien sûr, comme dans d'autres secteurs, l'IA qui arrive, qui est déjà là, c'est déjà notre réalité, c'est pas le futur, mais on est dans un métier où le contact compte pour beaucoup. Donc on a 3 avantages stratégiques quand on travaille dans notre secteur. Il faut appuyer dessus. Et donc les gens qui arrivent dans notre secteur
surtout en passant par nos écoles, n'ont pas de problème d'employabilité à la sortie. Richard, tu veux compléter? Je te pose une question supplémentaire. Simplement un mot pour rassurer cette étudiante. On est totalement en phase. Je pense que les études supérieures, un bachelor, c'est aussi de la co-construction d'un cursus. C'est-à-dire que les étudiants, on n'est plus dans le secondaire, ils vont s'enrichir mutuellement. Et le fait qu'il y ait une diversité de sensibilités, de compétences, c'est au contraire ce qui fait la richesse de nos écoles. Et donc, venez... peu importe ce que vous avez fait, ce que vous aimez, venez, c'est la passion, votre envie de bien faire, d'être en relation avec le client, comme disait Thomas, d'être sur l'excellence, qui va réunir tous ces étudiants finalement. Okay. J'ai une question qui est dans le prolongement de la part d'un papa d'une jeune fille qui souhaite aller vers des carrières dans l'hospitality et qui demande s'il existe des passerelles en Bac+1 ou en Bac+2, si jamais, parce que c'est souvent la problématique des parents, si jamais elle se rendait compte que c'était pas fait pour elle. Bien sûr. Dans chacune de nos écoles, nous avons des passerelles. Donc il y a les passerelles où les étudiants arrivent en 2e année. Alors, c'est pas le plus fréquent, mais il y en a tous les ans dans chacune de nos écoles. Et puis, beaucoup plus fréquent, il y a les étudiants qui, après 2 ans, rejoignent nos formations directement en 3e année. Et là, enfin, ça peut être 30%, 40% d'étudiants supplémentaires qui arrivent. Donc, les promotions de B3, tout d'un coup, prennent une autre dimension. Et là, on a de la richesse et on a notamment des BTS, du coup, hôtellerie-restauration, qui choisissent qui choisissent d'aller chercher justement un diplôme d'excellence, puisque c'est un peu quand même le dernier diplôme qui apparaît dans le CV, c'est celui que vont regarder les employeurs et qui rejoignent nos écoles respectives. Mais là, la question... Parce qu'on a des bachelors visés, justement. Mais la question, elle est dans l'autre sens. Hein. Oui, la justement. question, voilà. Vous l'avez entendu? Pour ce papa, mais c'est très bien, parce que du coup, on a répondu à la question dans ce sens-là. Pour ce papa, bonjour monsieur, voilà. Moi, très honnêtement, je n'ai aucun exemple d'étudiant en cours de bachelor chez nous qui veut quitter pour aller faire autre chose. En revanche, ce que tu as expliqué, Richard, c'est ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on appelle des admissions parallèles. Ce sont des BTS d'autres secteurs d'activité qui veulent intégrer un bachelor visé chez nous et qui peuvent intégrer effectivement en année 3 nos bachelors. Et aussi, pour compléter cette jeune fille qui se posait les questions de SP, comme on dit, on a beaucoup de gens, tu le disais, qui viennent chercher du sens dans nos métiers via nos diplômes. Ce sont des gens qui nous choisissent, des étudiants qui nous choisissent. On a beaucoup, par exemple, d'étudiants qui ont fait leur première année de médecine. Et parce que papa, maman disent c'est très bien, faire d'abord médecine, fais ton droit, puis tu feras de la pâtisserie ou de la cuisine quand tu auras le temps le week-end en hobby. Mais c'est comme ça. Et on est arrivé à des niveaux académiques d'excellence, de diplômes reconnus, qui font que le sens rejoint l'excellence. Et ça permet à tous ces jeunes de venir nous choisir avec du sens. Ils s'épanouissent. Moi, quand les parents nous écrivent et nous disent à nos enseignants mon fils, ma fille est épanoui, vous l'avez transformé, ça a toutes les valeurs de diplôme du monde. Et notre métier, c'est ça. Après, ils font leur vie. Et juste pour répondre précisément au papa, alors effectivement, on a rarement des étudiants qui décident d'arrêter quand ils sont engagés dans nos formations, mais on revient sur l'avantage du diplôme visé, c'est que si au bout d'1 an, finalement, c'est pas la formation qui intéressait l'étudiant. Il a la possibilité, avec une première année d'un diplôme visé et en ayant obtenu l'ensemble de ses crédits ECTS et en l'ayant validé, de pouvoir poursuivre dans une autre école à un niveau équivalent. Même hors secteur. Même hors secteur. Et ça, c'est quand même un avantage. Et quand on reparle du visa, c'est aussi ça, c'est l'intérêt de. Ce n'est pas le cas, tout à fait. Effectivement, sur d'autres certifications. Pour faire le lien entre ce qui a été dit, il faut rappeler que notre visa, c'est un visa de gestion. Donc finalement, un étudiant ou une étudiante qui vont rejoindre nos écoles d'excellence, ils vont apprendre la stratégie, ils vont avoir des cours de droit, ils vont faire du marketing, des cours qu'on retrouve dans une business school, à la différence que là, ces cours sont donc en partie dispensés par des profs permanents, en partie en majorité par des professionnels. Donc il va y avoir à la fois, on va dire, cet apport théorique, mais il va y avoir surtout un savoir-être, c'est ce qu'on entend, différent, qu'on ne retrouve pas forcément dans une business school. On va avoir une relation client avec toute cette anticipation, toute cette subtilité, avec un positionnement luxe qu'on ne retrouve pas forcément dans une business school. Et finalement, moi je dis souvent aux parents qui s'inquiètent et qui disent mais est-ce que mon enfant ne va pas s'enfermer en allant vers cette spécialisation? Je leur dis mais ils vont trouver les mêmes compétences, mais aussi des compétences qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Voilà. Et ces compétences, c'est clairement le savoir-être, le savoir devenir,
qui font, comme tu le disais François, qu'ils sont épanouis. Ils s'éclatent, ils sont épanouis. Et les parents nous disent en effet, le voilà transformé et c'est le plus grand bonheur pour nous. Donc on amène une plus-value. Et c'est pour ça, et ça fait la quadrature du cercle, c'est pour ça qu'en effet les joailliers, les grandes marques d'automobiles de luxe, de yachts de luxe, etc., viennent chercher nos étudiants. Les banques d'affaires, les assurances très haut de gamme, parce qu'on sait faire la même chose, mais on sait le faire autrement. Merci pour ce point. Donc là, on a balayé plusieurs choses, mais on s'est quand même assez focalisé sur la partie pédagogie. Donc on a bien compris que les avantages que ça. On m'a posé la question sur le prof permanent. Le prof permanent, c'est celui qui est donc là de façon permanente et qui n'est pas, qui est un peu comme ça en opposition avec le professionnel qui lui viendrait faire des interventions. Donc vous avez le meilleur des mondes, c'est-à-dire d'un prof permanent, c'est 4 jours, c'est 4 jours, au service de l'école et de la pédagogie. C'est quelqu'un qui a accepté. Moi, j'ai eu l'occasion de souvent dire ça, mais c'est quelqu'un qui a accepté de, même s'il a été professionnel dans un secteur du tourisme ou de l'hôtellerie, c'est souvent le cas avant. Il a quitté la casquette de professionnel du secteur pour mettre la casquette du pédagogue, et c'est très important dans le cadre des formations pour construire un parcours et une carrière professionnelle. Il a des missions autres que de l'enseignement, le face-à-face. Oui, bien sûr. Et c'est ça la grande différence, c'est qu'il a des missions liées à la qualité permanente qu'on recherche. À la coordination et à la construction des programmes. Je voudrais qu'on parle un peu d'employabilité maintenant et aussi de l'importance de ce diplôme visé sur les emplois, parce qu'on a beaucoup de questions sur finalement quels sont les emplois qu'on peut faire quand on sort de vos écoles, et du coup faisons la corrélation avec ce diplôme visé. En quoi est-ce que justement le fait que ce soit un diplôme visé favorise cette employabilité? Je voulais aborder l'employabilité. Justement, 3 chiffres, puisque nos diplômes visés le sont par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On obtient des datas. 3 chiffres, une école d'ingénieurs en France, un jeune qui sort avec son diplôme, 77% d'employabilité. Une business school en France, comme on les appelle, 82-83% d'employabilité. Dans nos métiers, on frôle le 98% d'employabilité. Ça, c'est très parlant pour aujourd'hui choisir la qualité d'un diplôme et la qualité d'une filière qui va vous ouvrir forcément sur un emploi. Et on se rend compte que nos jeunes, dépendant de la filière qu'ils prennent, ne sont pas attendus par le monde de la profession. Et on a cette capacité, nous, d'attirer, puisque nos jeunes, pendant leur parcours scolaire, vont être en situation professionnelle, vont être en contact via des stages et via des séances en contact avec les professionnels, et donc vont directement, lors de leur 3e ou 4e année de bachelor, rentrer dans le vif du sujet professionnel et être embauchés. Merci. Est-ce qu'on peut peut-être citer des exemples un petit peu de métiers? Oui, il n'y a pas un métier, il y a des métiers, donc ce serait très réducteur de dire... Pour ouvrir un peu... Vous pouvez sortir avec un bachelor qu'on appelle art culinaire chez nous, donc spécialement dédié à la cuisine, mais il n'y a pas une cuisine, donc vous pouvez faire une cuisine de très haut niveau gastronomique, vous pouvez travailler dans la restauration collective, vous pouvez travailler dans l'entrepreneuriat. Donc, tant que vous êtes dans la quête de votre sens et que ce que vous le faites bien, c'est ce qu'on essaye d'apprendre à nos jeunes, faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Et donc, ça ouvre la porte de très nombreux métiers, et je n'exclus pas ce qu'on disait tout à l'heure, tu l'as relevé aussi, Richard, différents nouveaux métiers qui viennent nous chasser et chercher nos étudiants dans le monde de l'hyperluxe et dans le monde aussi donc, de la distribution, de la joaillerie, de la bijouterie, parce que nous sommes des gens très adaptables, très flexibles et prêts pour le monde de l'accueil et du savoir-être. Tu parlais d'IA tout à l'heure. L'IA est utilisée par nos étudiants, c'est une évidence, par nos enseignants, c'est une évidence. On essaye de suivre cette mutation, mais dans nos métiers, il restera l'attitude, il restera le geste, il restera le sourire. Et ça, avec ou sans IA, ce sera un outil en plus, mais ce ne sera pas à la place d'eux. Thomas ? Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, oui, je parlais de passion tout à l'heure, mais pour travailler dans ce secteur, il faut avoir de l'empathie et le sens du détail et l'envie de servir. Si on n'a pas ça, je déconseille parce que c'est ça le moteur de ce travail. Et c'est ce qui fait qu'il y a une excellente employabilité à la sortie. Parce que pourquoi les autres secteurs viennent débaucher les gens, de nos étudiants? C'est parce qu'ils ont des codes. Et les codes de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, quoi que vous fassiez dans votre vie, ça vous servira toujours.
Et c'est vraiment un distinctif. Quelqu'un qui travaille dans je sais pas, la banque d'affaires, s'il a commencé par l'hôtellerie, on va le savoir tout de suite. Il y a un truc en plus, le sens du détail. Et ça, quoi que fassent les jeunes tout au long de leur vie, parce que plus personne ne fait le même job, ça va toujours leur servir. Donc je leur conseille de commencer par ça. Et ça ouvre plein de portes. Richard, Séverine. Merci. Peut-être un mot sur les métiers, la diversité des métiers. Je crois que c'est vraiment la magie de notre industrie, c'est que chaque étudiant, avec sa personnalité, avec ses rêves, avec ses compétences, il va trouver un métier à son goût. Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir faire de l'hôtellerie dans les opérations. Il va pouvoir, avec un bachelor à terme, diriger un service ou un département, mais il va pouvoir aussi rejoindre des fonctions support. Celui qui est à l'aise avec les chiffres va faire du cost control, de la finance, etc. Du lead management, celui qui est exactement, celui qui aime les humanités va aller vers des RH. Celui qui a la niaque on va dire, du challenge va peut-être aller vers le marketing, etc. Donc il y a tout ça. Sur le tourisme, il y a de la destination, il y a de la valorisation des territoires. Thomas et François parlaient de culinaire. Le culinaire, c'est déjà un monde. On a l'événementiel. Et finalement, ce qui est important, c'est que les étudiants qui suivent une formation d'excellence dans une de nos 4 écoles, ils vont pouvoir avoir une carrière transversale. Et c'est justement ces fondements par bloc de compétences qui sont de qualité, qui vont faire que les étudiants ont une vision transversale, des compétences transversales. Ils vont pouvoir évoluer en horizontal, en diagonale, et finalement avoir une carrière extrêmement riche et qui colle toujours à leurs envies, qui évoluent avec le temps et avec leur situation familiale, etc. Séverine, tu veux compléter là-dessus sur la partie métier ? Non, je dirais que tout a été dit finalement, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on s'enferme pas dans le tourisme. C'est-à-dire que le tourisme, c'est une porte d'entrée. C'est finalement, on va dire, c'est une passion, ou en tout cas, c'est une curiosité. Mais après, tous les champs sont ouverts, et c'est ça qui fait la richesse de ce type de formation. C'est une ouverture sur le monde. Et surtout avec un savoir-vivre, et ça, on l'a dit plusieurs fois. Mais en tout cas, ce savoir-vivre, on reproche souvent qu'il est défaillant. Alors, c'est un peu des paroles surannées, puisque voilà, pourquoi la nouvelle génération n'aurait pas de savoir-vivre. Mais en tout cas, dans des écoles comme les nôtres, on est très très attaché à ça, et on le ressent chez nos étudiants, puisqu'ils ont un goût des autres finalement, et ça ils savent ensuite le mettre en pratique dans beaucoup de secteurs. Il y a une ouverture sur le monde et une ouverture sur les autres. C'est ça. Dans les métiers. François voulait rajouter quelque chose. Je voulais dire une plaisanterie, parce que c'est bien aussi un peu d'humour. Ça amène même à prendre la direction d'écoles prestigieuses, puisque dans notre cas, François, donc on a 20 ans de carrière dans l'hôtellerie ou la restauration de luxe, et finalement, notre ouverture, ça a été, pour ma part, il y a 20 ans, un peu plus récemment pour toi, rejoindre un domaine qui est l'enseignement supérieur. Donc évidemment, ça façonne, ça développe des qualités humaines qui nous permettent d'aller vers d'autres métiers. Pardon. On décrit souvent négativement les nouvelles générations. Moi, quand je côtoie nos étudiants au quotidien, j'ai une grande confiance dans l'avenir. C'est ce que je vois avec nos professionnels. Ils ont la patate, ils ont l'envie, ils ont l'exigence, ils ont l'excellence, ils ont l'attitude. Et il faut arrêter de dire que ces jeunes-là n'y arriveront pas. Ils y arriveront à leur façon, ils auront 100 000 métiers. Mais à partir du moment, tu le rappelais, où il y a cette volonté, cette attitude et cette quête de sens, moi j'ai une grande confiance dans ces jeunes-là, et ils méritent d'être beaucoup plus mis en lumière que ça n'est au quotidien. C'est ce qui est intéressant. On dit que ces nouvelles générations, elles vont être un peu slasheuses, c'est-à-dire faire plusieurs métiers dans leur vie, bien plus que les générations d'avant qui ont pu parfois rester dans les mêmes groupes pendant des années. Et c'est vrai qu'on le voit avec ce que vous nous avez expliqué, mais les métiers sont très variés, et ça donne la possibilité aussi de passerelles, de passer de l'aérien vers l'hôtellerie, de la restauration chez un tour opérateur dans une destination. Et c'est ça qui est intéressant. On me demande si c'est difficile d'intégrer vos écoles. Lequel veut répondre en premier ? Oui, c'est difficile. mais c'est sélectif, oui. On a ces 4 écoles qui sont très sélectives, on l'assume. C'est la qualité du visa. C'est aussi la qualité du visa. Hein. Mais encore une fois, faire attention. La manière dont on sélectionne les gens est extrêmement importante. Oui, les notes sont importantes, mais on ne regarde pas que ça, loin de là. Parce qu'on veut s'assurer, quelle que soit l'école, que
personne ne va perdre de temps, ni l'élève, ni l'école. Donc on veut s'assurer que la greffe va bien prendre et que ça va être des années épanouissantes parce que au-delà de ça, quelle que soit l'école, nous ce qu'on veut c'est qu'on ait des diplômés qui, répondent aux attentes des entreprises, au code du marché. Et puis, alors, la bonne nouvelle pour les jeunes, c'est que dans notre secteur, il n'y a pas de problème d'employabilité et il va y en avoir encore moins dans les années à venir pour des raisons démographiques. Donc, on a même je ne vais pas dire un problème, mais on a un sujet très important dans nos écoles, c'est de renforcer les codes et notamment la question de la loyauté vis-à-vis de l'employeur et que nos élèves ne deviennent pas des mercenaires parce qu'ils vont être sursollicités. Et donc, j'allais dire, c'est un problème de riches. Quand on a ce genre de problème, c'est bien. Mais on insiste beaucoup dans nos écoles sur le fait qu'on ne va pas justement se lâcher, changer d'entreprise tout le temps, parce que c'est important d'incarner une image de sérieux dans les entreprises. Ce sont nos ambassadeurs de nos écoles. Et bien sûr, ils vont être très sollicités, ils vont changer d'entreprise régulièrement, mais il ne faut pas que ça devienne des mercenaires. Après, quand je disais slasher, on dit ça de cette génération parce qu'effectivement, elle restera peut-être plus probablement 30 ans dans la même entreprise. Donc c'est pour ça, c'est pareil, il ne faut pas se tromper sur ce qu'on dit et effectivement mal voir le fait qu'ils ne veulent pas se projeter à 20 ans ou 30 ans dans la même entreprise. En tout cas, que ce ne soit pas une carrière qui leur paraisse être le Graal et qu'ils aient envie, effectivement, de changer régulièrement. Après, effectivement, régulièrement ne veut pas dire tous les 3 mois. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. Mais je pense que c'est aussi ça qu'apportent vos écoles. C'est aussi cette compréhension-là de comment on construit sa carrière, comment on construit des liens avec les professionnels qu'on rencontre, comment est-ce qu'on laisse une image dans l'entreprise dans laquelle on vient de passer parce qu'on y a été en stage ou autre. Et ça, c'est important. C'est sûr. Tu peux faire 30 métiers dans 30 entreprises différentes ou tu peux faire pendant 30 ans dans la même entreprise plusieurs types de métiers. Il y a des très grands groupes qui proposent aujourd'hui des mobilités incroyables. Et là encore, un diplôme visé va te permettre d'avoir une compréhension en 360 de plusieurs métiers, de plusieurs généralités qui fait que dans ta vie professionnelle, tu vas pouvoir avoir plusieurs carrières. Donc, et pour la sélectivité, pour revenir, c'est dur bien sûr. Si c'est pas dur, il n'y a pas de sélectivité, il n'y a pas d'exigence et donc il n'y a pas de qualité. Donc c'est parce que nos jeunes viennent chercher. Maintenant, on organise aussi, nous, au-delà du dossier scolaire et de l'obtention du bac, une visio personnalisée pour chaque recrutement avec une personne de chez nous. Et on va évaluer l'attitude. C'est là que ça se passe, puisque le dossier scolaire, on le connaît par cœur. En revanche, l'attitude, c'est la motivation à rejoindre ce genre de métier qui va faire la différence. Et là, ça ne devient pas dur, parce que si vous êtes vous-même et si vous êtes déterminé, soyez naturel et tout se passe bien. Séverine et Richard, vous voulez compléter là-dessus juste non, enfin, en tout cas sur la sélectivité. Oui, sur la sélectivité, ça c'est sûr. Bon, déjà, on est toutes sur Parcoursup, donc naturellement, on suit le même calendrier. Mais oui, il y a une sélection, mais effectivement, si on est en tout cas motivé, et si on est en capacité de partager, parce qu'on est tous, finalement, on fonctionne tous par entretien. Et je pense que ce qui est important, voilà, c'est de mettre en avant ses envies, sa curiosité, son implication et ses ambitions, entre guillemets, professionnelles. Montrer qu'on n'est pas là par hasard, quoi. Je crois que les étudiants doivent croire en eux, être optimistes. Ils entendent voilà, ces écoles Parcoursup et un peu plus celles de Top Hospitality Tourism School. C'est vraiment les 3 étoiles, comme tu le disais François, voilà, des écoles. Alors c'est vrai que c'est un peu une division 1, mais pour autant c'est pas impossible, loin de là, d'intégrer ces écoles. Et comme on l'a dit, bien sûr le dossier est important. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des étudiants qui sont en progression, qui aient une attitude spécifique, une attitude voilà, de volonté, pas forcément un projet défini, mais déjà une volonté, une passion. Thomas, tu employais un mot très important. Et moi, je dis, il faut y croire. Il faut y croire. On a bien sûr des étudiants qui, peut-être, ne se sont pas trouvés avant le bac. Mais on sent déjà, même dans le dossier et dans l'entretien de motivation, on a tous des entretiens de motivation, qu'il y a quand même quelque chose et qu'il y a une progression déjà, parce que l'étudiant, quand il arrive au bac, il se dit, bon, j'étais pas forcément fait pour ça, mais je sais ce que je veux faire derrière, donc il me faut le bac. Et là, il y a un coup d'accélérateur. Et ça, c'est un élément de motivation qu'on adore. Donc, venez, croyez en vous, parce que nous, on va croire en vous et on va vous accompagner vers le succès.
Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'employabilité, pas de l'employabilité, pardon, on en a parlé, mais de l'expérience étudiante et de l'importance aussi, parce que finalement, on quitte l'école. Comme tu viens de le dire, Richard, parfois, c'est un peu poussif pour certains la fin de la filière généraliste, parce qu'on se perd dans justement quelque chose d'un peu trop généraliste, et on est content de rentrer dans quelque chose tout d'un coup qui correspond a priori à nos attentes. Mais je dis a priori, en fait, on se projette quand même sur 3 ans. 3 ans, c'est long. Et donc, l'expérience aujourd'hui étudiante, elle est aussi clé, et elle fait maintenant partie d'une des composantes aussi du Elle est visa, tout à fait évaluée dans le cadre de l'obtention d'un visa de nos diplômes par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Nos étudiants, nous, on s'appelle LIFE avec le F pour famille professionnelle. C'est pas anodin. Ils vivent 3, 4, 5 années ensemble. Ils font du travail ensemble. Souvent, ils ouvrent des entreprises ensemble. On a plus de 15% de nos étudiants post-bachelor qui sont entrepreneurs et qui ouvrent leur entreprise. Et donc, on entretient cette vie de campus. Et c'est le cas de nous 4, avec ce qui s'appelle dans le jargon de l'enseignement supérieur le schéma directeur de la vie étudiante, ce qui veut dire qu'on a des associations, ce qui veut dire que vous faites de la musique, il y en a qui vont au ski, il y en a qui s'éclatent en concours. Et donc, cette vie autour de la scolarité et du diplôme, elle est absolument cruciale. Et puis derrière l'expérience étudiante, il y a aussi la santé, il y a la prévention. Enfin, tout ça, c'est important aussi. Parce qu'effectivement, on aime s'amuser aussi en dehors de cours, mais on sait qu'on a aussi besoin d'être accompagné. Et ça, c'est aussi une de nos prérogatives quand on est visé, c'est de pouvoir accompagner nos étudiants en termes de prévention. Et puis, dans l'expérience étudiante, j'ai envie de parler aussi de l'international, parce que finalement, c'est quand même c'est le moment incroyable de nos bachelors, c'est d'aller passer un semestre à l'international, découvrir le monde, découvrir un autre pays, découvrir une nouvelle culture, et puis apprendre quand même, puisque c'est ça aussi l'objectif. Mais c'est quand même un grand moment, alors parfois angoissant quelques mois avant de partir, mais qui ramène des étudiants totalement transformés. Donc ça, c'est... et cette expérience, quand on parle d'expérience étudiante, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans ce qu'on propose à nos étudiants. C'est vrai que nos écoles ont vraiment intensifié ces expériences immersives. Voilà, chacun avec des dispositifs différents. Avec Célia, on a cette humacité, climacité, où les étudiants partent dans des ONG aux 4 coins du monde. Mais ce qui est important, c'est tout à fait. C'est l'ouverture d'esprit finalement qu'on va leur amener. C'est cette possibilité de s'épanouir, de grandir avec nous comme encadrants, et puis avec les autres étudiants. Vraiment, cette co-construction, elle est aussi au niveau associatif. Et Marie, tu disais que 3 ans, c'est long. Mais moi, ce que j'aime entendre, parce qu'on aime entendre les parents satisfaits, mais on aime entendre, et on l'entend souvent, des étudiants qui disent « Mais qu'est-ce que c'est passé vite ? On a beaucoup bossé, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé ? C'était trop bien. » Et là, tu te dis, bon, ben voilà, l'expérience étudiante, c'est ça, quoi. C'est des étudiants bien dans leur basket, dans des écoles qui sont propres dans leurs approches pédagogiques, académiques, dans l'encadrement et la relation avec l'étudiant, avec un respect de l'éthique, avec des dispositifs dont tu parlais, Séverine, qui fait que l'étudiant va avoir un parcours dans la sérénité aussi. C'est important. J'ai toujours le même papa qui demande si des stages d'1 semaine ou 2 durant le lycée sont un plus pour le dossier. Je crois que le papa va postuler. Le papa est un peu stressé. Oui, on est tous d'accord. Toute expérience préalable est appréciée. Hein. Mais dans tous les cas, elle n'est pas obligatoire. Oui, enfin, voilà, pas obligatoire. C'est un plus parce que ça permet de... Oui, c'est un plus parce que finalement, quand on va passer l'entretien, on aura peut-être des choses à raconter. C'est-à-dire que si on a eu une expérience dans un hôtel, dans un restaurant, ça donne... voilà, mais il n'y a rien d'obligatoire. Enfin, ce que je dis, il ne faut pas le prendre mal, hein, mais au contraire, c'est un conseil. Un stage, ça permet de savoir ce qu'on veut faire, mais aussi ce qu'on ne veut pas faire. C'est vrai. Et donc, c'est un bon moyen de tester. Parce qu'entre ce qu'on imagine d'un métier et la réalité, parfois, il y a un écart. Donc, même si c'est absolument pas obligatoire, c'est absolument pas rédhibitoire que la jeune fasse un stage d'1 semaine ou 2. C'est bien de tester les choses. Et quand on est jeune, il faut tester. Oui, c'est sûr. Il faut tester, donc il ne faut pas avoir peur de tester. Allez-y. Je ne sais pas si c'est le même papa, mais du coup, on me demande très sélectif. Je pense que quelqu'un a accroché sur le mot très sélectif. Est-ce que ça veut dire 1 sur 2 ? Est-ce que ça veut dire plus, moins ? Enfin, voilà, ça varie suivant les années, les formations, les écoles. C'est très variable. Donc,
Donc, on ne va pas donner de chiffres là parce que ça n'aurait pas de sens. Les gens, après, vont s'attacher à un chiffre. Non, donc ce à quoi on veut qu'ils s'attachent, c'est que toute personne qui a envie, qui se sent intéressée par ces études, doit tenter sa chance. Et bien sûr. Voilà. On est d'accord. Le pire, c'est l'autocensure. Oui, c'est ça. C'est parce que quelque part, au pire, c'est un non, mais c'est pas grave, c'est toujours une expérience. Il faut oser. Voilà. Mais il faut oser. Il faut oser. Et si on n'ose pas quand on est jeune, c'est triste. Y compris oser largement aussi avec du handicap. On a de plus en plus de jeunes étudiants qui sont dyslexiques. Et dans nos métiers, ça peut être une valeur ajoutée différente et supplémentaire. Donc, surtout, ne pas se mettre de barrières. Sur le plan scolaire, il y a ce qu'on appelle des tiers-temps, il y a des accompagnements. Et sur la partie métier, ce sont des gens qui pourront aller différemment et peut-être même plus haut. Donc, pas de barrière à partir du moment où l'attitude est là. C'est très important. Et j'aimerais revenir sur ce que Séverine a touché du doigt, qui me paraît être évidemment très important, c'est le fait que nos diplômes visés permettent d'ouvrir un programme de bourse via le Crous. Alors ça fait partie, c'est marrant, parce que ça fait partie des questions. Mais je lis les questions à travers le PC. Là, et ça c'est crucial parce que ça donne une inclusivité ou une inclusion, je ne sais jamais comment on dit, à toute une partie d'étudiants qui pourraient peut-être ne pas se payer certaines de nos écoles. Alors, quand on parle, juste pour être précis là-dedans, parce que du coup j'ai cette question-là, quand on parle de l'obtention d'une bourse, ça veut dire qu'il y a quand même un reste à charge pour l'étudiant. C'est pas vers tout d'un coup une formation qui est 100% gratuite. Alors tout dépend de l'échelon. Alors après on va rentrer dans des dimensions un peu techniques, mais en fait en fonction, en fonction des revenus des parents en général. Donc si on peut obtenir une bourse du Crous, on a différents échelons, ça va jusqu'à l'échelon 7. Et en fonction du niveau de l'échelon, on est. Alors c'est pas une prise en charge de la scolarité en tant que telle, c'est une aide à la scolarité. Donc en tout cas le Crous ne va pas décider en fonction des frais de scolarité de l'école dans laquelle est l'étudiant, mais parfois des étudiants qui sont à un échelon 7 peuvent presque voir l'entièreté de leurs frais de scolarité qui sont pris en charge. Alors pris en charge, pas par le Crous, mais c'est-à-dire qu'il reçoit une bourse qui lui permet de payer presque l'intégralité de ses frais de scolarité. Et puis on a des échelons 1 qui là sont des montants beaucoup plus faibles, mais qui sont aussi un accompagnement quotidien. Oui, tout à fait. Il y a les aides du Crous, il y a des aides régionales aussi dans chacune des régions. Et puis Thomas faisait allusion aussi aux aides à la mobilité internationale, Erasmus, Erasmus+. Elles ne sont pas forcément limitées, bien sûr, aux 4 écoles de Top Hospitality Tourism Schools, mais il faut bien savoir que le fait d'être visé nous permet d'être identifiés par des écoles, universités étrangères de très grande qualité. Et c'est parce qu'on est visé qu'on réussit à signer des accords avec celles-là. Donc nos étudiants, non seulement ils ont la promesse tenue par nous 4 de suivre un cursus de qualité, mais ils savent que leur expatriation académique ou leur double diplôme, dans notre cas on propose 4 doubles diplômes dans le bachelor, va être avec un acteur de même niveau, donc très sélectif aussi. Alors, pour continuer sur ce sujet, parce qu'on a des questions là-dessus, on pose la question de ce qui justifie le prix de vos formations, puisque vous êtes donc tous à la tête de formations privées qui ont tout un certain coût. Alors, on l'a expliqué avec la pédagogie, avec les enseignants permanents, les enseignants-chercheurs, avec l'international, toutes les actions que vous faites pour l'employabilité. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? On me demande si vous avez des actionnaires à rémunérer. Si vous permettez. Que je prenne le début de cette question en tout cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles réunies dans cette association, ce sont des écoles non lucratives. Elles ont des statuts différents. Certaines d'entre nous sont des associations, d'autres sont des écoles consulaires. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'actionnaires. Voilà, donc les niveaux ensuite de reconnaissance ESPIG ou autres, certaines de nos écoles sont ESPIG, donc d'intérêt général. Mais dans tous les cas, l'argent qui arrive dans nos écoles reste dans nos écoles. Et je pense que pour des familles, pour des parents en particulier, c'est vraiment un point extrêmement important. Et c'est pour ça que nos écoles sont des écoles qualitatives. Et c'est parce qu'elles sont qualitatives que les études sont payantes également. Mais après, il faut bien comprendre que toute étude est payante. En fait, c'est une illusion de penser que c'est gratuit. L'université n'est pas gratuite non plus. Elle est payée par les contribuables. Donc, d'une façon ou d'une autre, si vous avez un service et un produit, il est forcément, à un moment, il faut le financer. Mais en tout cas, la promesse, la nôtre, c'est que ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice financier,
il va rencontrer une opportunité pour le jeune de trouver un poste au niveau ciblé, au niveau espéré, et que finalement, c'est ça la contrepartie de l'investissement et du sacrifice aussi. Oui. Plus que le sacrifice, c'est un investissement. En réalité, oui, voilà. C'est ce qu'on dit souvent. C'est à la fois un sacrifice, mais c'est réellement un investissement. Voilà, tout à fait. Et ça donne aussi parfois une motivation supplémentaire aux jeunes. Ça, c'est important parce que finalement, on sait que ces études ont un coût. Alors, elles ont aussi un coût dans l'enseignement public, mais effectivement, on s'en rend moins compte parce qu'il est caché, il est payé par les contribuables. Mais dans tous les cas, c'est aussi parfois un moteur pour les jeunes. Parce qu'il y en a qui travaillent aussi pour pouvoir payer en partie leurs frais de scolarité. Il y en a qui demandent aussi des efforts à leurs parents. Et en général, ça rajoute aussi une motivation et ça, c'est important. Thomas, tu voulais compléter, Thomas, François. Le mot de la fin pour Thomas, et je compléterai également pour cette question de papa ou de maman sur le coût de nos scolarités. Si on regarde dans le privé une business school qui a des coûts de scolarité identiques à nos écoles d'excellence dans l'hospitality et le monde de la gastronomie, nous, en plus, on va aller avoir des enseignants métiers de haut niveau, on va avoir des denrées achetées au quotidien en termes de coûts, on va avoir des laboratoires de cuisine, de pâtisserie à équiper de très haut niveau. Et donc, tous ces coûts, il faut essayer de faire en sorte qu'on puisse, ce qu'on appelle faire un break-even, c'est-à-dire que, tu l'as bien rappelé, on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de dividendes, on a des administrateurs souvent bénévoles de haut niveau qui nous élèvent et qui nous servent, mais voilà, tout ce qui rentre est injecté, intégré à 100% au service de la pédagogie, donc de nos étudiants. Effectivement, c'est ça. On n'a pas d'actionnaires à rémunérer et dès qu'on gagne de l'argent, c'est réinvesti dans les écoles, au service des familles, etc. De la pédagogie, de l'académie. De la pédagogie, puis quand nous on fait les arts culinaires aussi, l'énergie ça coûte un peu cher en ce moment. Voilà. Et donc tout ça c'est réinvesti au service des élèves, de l'école. Donc il faut bien en prendre en compte. Et puis, le prix, c'est quelque chose de culturel. Je vais pas essayer de me défausser là-dessus, mais en France, on n'est pas historiquement habitué à payer, donc on va trouver que les frais de scolarité sont élevés. Mais oui, c'est un investissement déjà. Et deuxièmement, comparé à d'autres pays, on est souvent pas cher. Oui. Voilà. Donc c'est juste pour ça que je veux dire que le prix, c'est culturel et c'est un investissement. De toute façon, l'excellence a un prix. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, si c'est gratuit, c'est que ça n'a pas de valeur. Oui. Donc, on n'est pas assez cher pour l'international. Et on n'est pas assez cher pour l'international. Les internationaux disent qu'on devrait être beaucoup plus cher. On a cette question. Voilà. On a cette question de comparaison avec les écoles suisses, notamment, alors qui effectivement, ça dépend sur quoi on compare, parce que sur le prix, justement, elles sont. Je crois que c'est 170 000 euros. Bien plus élevées que vous en termes de qualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? On est évidemment confronté au marché suisse et moi j'adore ça de plus en plus parce que je trouve que les grandes écoles suisses, je ne parle pas d'argent, de plus en plus se démarquent et cultivent le fait que ça devient des business schools et que nous restons des écoles de métiers d'enseignement supérieur. Nos étudiants essayent la Suisse, certains viennent de Suisse, des étudiants suisses, des Suissesses viennent chez nous en France pour apprendre le métier et garder cette exigence et cette excellence dans l'enseignement supérieur. Donc c'est très bien, il y a du travail pour tout le monde, mais une business school en Suisse, ça existe. Une école de métier d'enseignement supérieur, il y en a en France, elles sont devant vous et c'est là qu'on se complète. Il est 18h59, donc je vous propose le mot de la fin pour chacun. Peut-être Séverine avant toi alors, si tu veux avoir le mot de la fin, toi tu n'as rien à rajouter, c'est bon ? Écoutez, je crois qu'on a abordé beaucoup de sujets. En conclusion, je dirais, croyez en vous, encore une fois. Tentez une des top Hospitality Tourism Schools. D'ailleurs, vous pouvez en tenter plusieurs, puisque vous pouvez mettre plusieurs vœux, les 4. Elles ont des différences, des diversités d'offres. Certaines proposent même en bachelor l'alternance, qui est aussi une réponse d'ailleurs à ces questions économiques. Maintenant, on a un focus, c'est la qualité. Bien sûr, on doit équilibrer des comptes pour la pérennité de notre école, de l'institution, du service qu'on rend, et aussi bien sûr des postes des collaborateurs qui font cette excellence. Mais ce sont des écoles qui ont un focus sur la qualité et c'est ce cycle permanent de recherche de la qualité qui fait la différence de ces 4 écoles et qui les positionne justement
en face en termes de qualité à ses concurrents suisses, mais avec une passion du métier et finalement une certaine modestie aussi, je dirais, peut-être qui fait une particularité. Alors je ne dirais pas différente, en tout cas une particularité de nos écoles et qui amène nos étudiants à aller dans les opérations et pas seulement dans les fonctions support et qui font aussi que nos étudiants restent à 80% dans les métiers, même si d'autres, on l'a expliqué, vont vers le luxe. Donc nous, on croit en nos métiers et on les porte. Merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'est bon. Merci à tous les quatre. Merci. J'ai été ravie de passer cette heure-là avec vous. J'espère. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. Ça a rendu ce webinaire très, très vivant. Et puis on se retrouve certainement peut-être dans quelques mois ou dans un an pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur chacune de ces écoles, évidemment. Merci à tous.